VOA Afrique. Le président Xi Jinping s'est rendu au Sénégal, au Rwanda et enfin en Afrique du Sud, confirmant sa position de partenaire majeur du continent. La Chine-Afrique, quelle réalité? C'est le thème de cette nouvelle édition. L'empire du milieu, porteur d'opportunités devançant les puissances occidentales, est pourtant accusé d'alimenter la dette africaine. Que pensez-vous de l'influence de la Chine sur le continent? Quels sont les intérêts de Beijing? La Chine-Afrique, néocolonialisme ou coopération gagnant-gagnant? Comment envisager l'avenir de cette relation? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. Les relations sino-africaines n'ont jamais été aussi fortes qu'au cours des 20 dernières années. Lors de sa récente tournée, Xi Jinping, optimiste, a démontré que la Chine compte bien ancrer son influence sur le continent. Retour sur les éléments majeurs de cette tournée africaine avec Dili Diko. Le 21 juillet, le président Xi Jinping s'est rendu à Dakar. Il s'est entretenu avec le président Macky Sall, puis les deux hommes ont signé 10 accords dans les domaines de la justice, la coopération économique et technique, les infrastructures, la valorisation du capital humain et l'aviation civile. La Chine est un partenaire majeur et fiable. À ce jour, notre coopération compte plus d'une quarantaine de projets et programmes et autres initiatives déjà achevées, en cours ou en perspective. Le Sénégal et la Chine ont renforcé leurs liens économiques et commerciaux depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques en 2005. Le développement de la Chine va apporter plus d'opportunités à l'Afrique et le développement de l'Afrique insufflera une nouvelle vitalité au développement de la Chine. Dimanche, les deux dirigeants ont inauguré une arène de lutte traditionnelle, un sport très populaire au Sénégal. L'infrastructure d'une valeur de 32 milliards de francs CFA financée par Pékin scelle symboliquement l'amitié entre les deux pays. Le président chinois s'est ensuite envolé pour Kigali où il a rencontré le président rwandais, Paul Kagame, et signé 15 accords bilatéraux. Ce fut aussi l'occasion de célébrer divers projets de coopération, dont des rénovations d'hôpitaux et la construction d'une autoroute entre la capitale et le nouvel aéroport international rwandais. Je tiens à vous remercier une fois de plus. Je suis très heureux d'assister à cette cérémonie de signature. Et de pouvoir témoigner des nombreux engagements bilatéraux entre la Chine et le Rwanda. Évoquant le pays des 1000 collines dans une tribune, le président chinois a parlé d'une amitié plus forte que les montagnes entre Pékin et Kigali. Il a ensuite mis le cap sur l'Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, le bloc regroupant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Lors d'un banquet organisé par le président Cyril Ramaphosa pour marquer les 20 ans des relations sino-sud-africaines, Xi Jinping a appelé son homologue à travailler main dans la main pour le développement de la Chine et de l'Afrique du Sud. Après Johannesburg, Xi Jinping achèvera sa tournée de 9 jours sur le continent à l'île Maurice, où il effectuera une visite amicale du 27 au 29 juillet. Et merci Dili Diko. Plusieurs invités pour nous accompagner. Alors, via Skype en direct de Kigali, au Rwanda, on a Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères. En direct de Dakar, Adama Gaye, journaliste spécialiste de la Chine, auteur du livre Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Et via Skype également de Paris, Jean-Joseph Boileau, conseiller pays émergent du club CEPI et spécialiste des 3 géants, Chine, Inde et Afrique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Alors, bonsoir à tous. 85 milliards de dollars, c'est le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique au premier semestre de 2017, avec une croissance des échanges d'environ 20% par an. Monsieur le ministre, peut-on dire que les Chinois ont
Les relations entre la Chine et l'Afrique ne datent pas d'hier, mais il est vrai que ces relations se sont renforcées, accélérées ces dernières années, et notamment avec l'établissement du FOCAC, le Forum pour la coopération Chine-Afrique, qui aura lieu aussi dans quelques semaines en septembre. En septembre, oui. Effectivement, donc ça fait déjà très longtemps que les relations donc sont là, mais elles se sont vraiment renforcées ces dernières années. Alors, est-ce que la relation peut se poursuivre au rythme actuel, Jean-Joseph Boileau? Oui, bien sûr, pour une raison assez simple. D'une part, du côté chinois, il y a maintenant cette guerre commerciale qui a été anticipée il y a quelques années et qui fait que la Chine impérativement a besoin des pays du Sud pour faire tourner ses usines, développer ses grands groupes à l'international, etc. C'est l'Afrique, mais c'est aussi l'Inde. L'Amérique latine est plus petite de ce côté-là, donc il n'y a pas beaucoup de partenaires. Il y a la Chine et il y a l'Afrique. Et deuxièmement, du côté africain, je le sens à chaque fois que j'y vais, on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis en mouvement, probablement d'ailleurs par la façon dont la Chine et les produits chinois ont donné envie aux jeunes de travailler. Vous savez que avoir un téléphone mobile, avoir une moto, ce sont des éléments qui sont extraordinairement porteurs d'énergie. Et donc, l'un dans l'autre, avoir une croissance de 15-20% des échanges ne me choque pas. Dernière chose, attention, la croissance des échanges, il y a les volumes et les prix. En réalité, ce sont les prix qui s'étaient effondrés. Et dans le premier semestre de cette année, la moitié de la progression de la valeur des échanges tient en fait à la remontée du cours des matières premières. Donc, faire très attention à ce phénomène-là. On reviendra justement sur ces matières premières africaines. Nadama Gaye, quels sont les intérêts de Beijing sur le continent africain? Ça a été dit, c'est principalement la quête de ressources naturelles sur le continent africain, mais c'est aussi, et il ne faut jamais l'oublier, cette volonté politique de marquer une présence chinoise pour empêcher que Taïwan puisse y rejouer le rôle qu'il a pu avoir dans les années 1990 en Afrique, où plusieurs pays africains avaient eu des relations adultérines avec Taipei en tournant le dos à la Chine continentale. Pékin ne veut plus de ça. Aujourd'hui, il ne reste qu'un seul pays qui n'est pas partenaire diplomatique sur le continent de la Chine continentale, c'est le Swaziland. On notera ironiquement que le président sénégalais, après la visite du président chinois à Dakar, a décidé, après sa participation marginale au forum des BRICS en Afrique du Sud, de se rendre pour une visite de travail au Swaziland. On peut soupçonner qu'il y va mandaté par la Chine continentale, par M. Xi Jinping, pour ramener au bercail ce dernier qui était encore réticent par rapport à tous les pays qui ont désormais reconnu Pékin comme partenaire. C'est très intéressant, donc une diplomatie aussi d'influence. La diplomatie. Effectivement, diplomatie. Une différence entre les attentes chinoises en Afrique et celles des Européens ou des Américains, par exemple? Je ne peux me prononcer, bien sûr, sur les attentes des uns et des autres, des partenaires économiques de l'Afrique. Mais une chose est sûre, c'est que le partenariat Chine-Afrique est solide et se base sur du concret. Ce partenariat est solide puisqu'il se base sur une confiance, une amitié, un respect mutuel. Et aussi parce qu'il se base sur du concret, des infrastructures, la construction de routes. On a parlé de la visite à Kigali où 15 accords ont été signés, dont des accords sur la construction de routes, sur la rénovation d'un grand hôpital à Kigali. Donc cela se base non seulement sur le respect mutuel, mais aussi sur de construction et du concret. Donc ce sont des attentes qui sont tangibles pour les Africains, pour les intérêts des Africains. Mais il y a aussi le petit bémol, Jean-Joseph Boileau, le pétrole, les mines constituent les premiers intérêts chinois en Afrique en termes de matières premières. N'y a-t-il pas un cas de déséquilibre commercial avec l'Afrique? Non, d'abord, je crois que ce qui était vrai dans les années 90, c'est-à-dire la quête de matières premières, pour une machine industrielle qui avait une croissance de 20% par an et la nécessité géopolitique de se réorienter vers d'autres fournisseurs. Ça, je dirais, les usines chinoises qui ont un vrai problème de débouché. Et ce n'est pas seulement les usines de chaussures ou de textiles, ce n'est plus là du tout.
c'est faire tourner les géants chinois des infrastructures. Moi, ce qui m'a frappé à Kigali, et encore plus en réalité en Éthiopie, c'est de voir à quel point les géants chinois du ferroviaire, de la construction, il y avait le téléphone portable, etc., ont manifestement bien vu que l'Afrique était pour eux la bouée de sauvetage. Alors attention quand même, sur les matières premières, Monsieur le ministre, je ne voudrais pas dire des choses médisantes, mais reconnaissons que la Chine ne fait pas mieux, elle fait même parfois beaucoup moins bien que d'autres pays occidentaux dans la question environnementale, c'est évident. Et donc, je trouve que cette idée de la convergence d'intérêts est vraie. La question de la confiance, c'est autre chose. Et il y a bien évidemment, du côté de l'Afrique, je crois, besoin de faire très attention aux conditions du contrat. Je dis souvent la chose suivante, l'Afrique doit appliquer à la Chine ce que la Chine applique aux sociétés étrangères. Il y a un tiers quand même des entreprises chinoises qui opéreraient dans le secteur manufacturier. En fait, un chiffre, 10 000 entreprises chinoises sont implantées en Afrique. Adama Gaye, quels impacts pour le développement du continent? Je pense qu'il faut être, encore une fois, toujours très prudent par rapport aux chiffres. Quand on vous dit 10 000 entreprises chinoises, on vous dit 1 million, et même il y en a qui disent qu'il y aura 30 millions de Chinois qui seront en Afrique. On vous dit que, par exemple, l'essentiel du commerce, des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, c'est un ancien haut responsable du département américain d'État que j'ai entendu le dire à l'université de Pékin il y a quelques années de cela, un très haut responsable qui s'y connaît, que l'essentiel des échanges commerciaux se fait avec 4 pays qui ont des ressources naturelles. 80%, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est le Soudan. C'est donc dans ces pays-là que ça se passe, et le Nigeria naturellement. Bien évidemment, 10 000 entreprises chinoises en Afrique, on en parle. Mais je me demande où est-ce qu'elles sont. Moi, je ne les vois pas. Je vois quelques grandes entreprises qui opèrent dans les grands travaux, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Kenya où j'étais récemment, j'en ai vu un peu partout sur le continent. Et on voit même au Sénégal ici, ces grandes entreprises venir faire autre chose, n'est-ce pas, que la diplomatie culturelle des installations de grands théâtres, de musées ou autres d'arènes nationales, des routes et autres. Et ces entreprises viennent pour prendre des marchés parfois financés par les Occidentaux, notamment par la Banque mondiale. À ce sujet, oui. Jacques Aristide est chez vous à Dakar. Il est parti à la rencontre de jeunes Dakarois. Pour leur réaction, écoutez. C'est d'autant plus intéressant pour les pays africains si on peut aussi en tirer profit, bien sûr, après sous condition que l'on sache ce que l'on négocie et ce que contiennent ces différents accords qui ont été signés lors de sa venue et qu'on sache bien sûr les négocier. Par exemple, ce qui crée une concurrence malsaine, il faudrait que les autorités réglementent la présence et la vente d'articles par les Chinois. S'ils nous donnent par exemple à coût de 32 milliards ce stade, mais on va payer plus les intérêts. Mais eux, pour la main-d'œuvre, ils font venir la main-d'œuvre de la Chine. Ils donnent l'image de nous aider, ils nous aident et nous laissent avec des dettes qu'on doit payer par les générations futures. Ça, c'est pas bon. Alors, dans ce micro-trottoir, il a été question de la concurrence chinoise. Monsieur le ministre, quel est l'avenir des entreprises locales face à la concurrence chinoise? On parlait de l'industrie ou des industries chinoises en Afrique tantôt, mais au Rwanda, je peux me prononcer bien sûr pour l'industrie au Rwanda. Nous avons ce qu'on appelle au Rwanda une politique de Made in Rwanda pour rééquilibrer notre balance commerciale. Et la Chine a investi dans des entreprises dans le secteur textile. Et donc, on ne peut parler de la concurrence à l'industrie locale alors que la Chine investit plutôt dans l'industrie locale. Donc en fait, la Chine, là, on va dire que le coût d'un employé chinois actuellement est plus élevé et donc maintenant qu'ils délocalisent et qu'ils font travailler les Rwandais en passant du Made in China au Made in Africa, au Made in Rwanda. Oui, bien sûr. Dans ces industries, il y a des Rwandais qui travaillent
Et donc, ce sont des entreprises qui développent notre secteur de la manufacture, mais aussi qui donnent de l'emploi aux Rwandais. Donc, ce n'est pas de la concurrence, faire la concurrence à l'industrie locale, mais c'est aussi participer au développement de l'industrie locale. Et c'est ça qui est... Micro-trottoir à la Chine d'octroyer des prêts et de faire des dons faramineux à des États africains. Et n'y a-t-il pas un effet pervers à cela ? Écoutez, je ne sais pas, quand je vais chez mon banquier pour créer mon entreprise, construire ma maison, c'est plutôt bien vu. Donc ce n'est pas l'endettement en soi ne pose pas de problème. Par contre, j'ai étudié 4 plus exactement, de cas de pays africains qui ont accumulé une dette importante vis-à-vis de la Chine. Je veux parler de l'Éthiopie, je veux parler de l'Angola, je veux parler de la Tanzanie. C'est moins grave, enfin c'est assez sérieux, et je veux parler de l'Afrique du Sud. Je ne parle pas du Zimbabwe parce que là c'est catastrophique. Dans ces 4 cas, le modèle d'endettement vis-à-vis de la Chine, et peut-être que Kigali ne tombera pas dans ce schéma-là, mais dans ces 4 cas, le modèle est le suivant. La Chine investit, construit dans des infrastructures, un peu dans l'industrie, avec l'espoir que la croissance permettra de repayer la dette. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ces pays sont surendettés, ce qui oblige Pékin à 2 choses. D'une part, à rééchelonner la dette, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, et d'autre part, à mettre maintenant systématiquement... Parce que Pékin a aussi annulé la dette dans un pays comme le Cameroun, par exemple. Oh, c'est des toutes petites annulations, parce que pour l'essentiel, c'est un rééchelonnement de la dette. Et simplement, ce qui se passe, c'est qu'en contrepartie de ce rééchelonnement, la Chine prend possession d'un certain nombre de terres, de mines, ce qu'on appelle des garanties. Donc, on va poursuivre, Jean-Joseph Boileau, la conversation pour l'Afrique. On va poursuivre la conversation juste après le break. Je vous en prie. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Alors, via Skype, direct de Kigali au Rwanda, Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État au ministère rwandais des Affaires étrangères. En direct de Dakar, Adama Gaye, journaliste spécialiste de la Chine et auteur du livre Chine-Afrique, le dragon et l'autruche. Et via Skype, également de Paris, toujours avec nous, Jean-Joseph Boileau, spécialiste de la Chine et auteur du livre Chine-Afrique, au passage. Alors, nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Déjà de Yao Marcelin en Côte d'Ivoire. Il dit « L'influence de la Chine sur le continent est forcément un avantage pour les pays africains. Une coopération gagnant-gagnant qui est bien partie pour se pérenniser aux grandes dames des partenaires commerciaux occidentaux. » Et David Moutombo de la RDC, il dit « Il y a un gagnant d'un côté, la Chine, un perdant énorme de l'autre, l'Afrique. Les Chinois proposent des contrats d'infrastructure, la plupart du temps qui ne comptent que pour du beurre au regard d'énormes richesses qu'ils prennent en retour. L'Afrique est prise en otage. » Alors, je vais me tourner vers Adama Gaye, juste pour réagir sur ces commentaires Facebook. Moi, je pense que ce que de vérité, certains contrats sont des contrats léonins, sont signés par des États qui sont faibles, par des dirigeants qui sont corrompus, et certains contrats sont véritablement surfacturé. Quelqu'un m'a dit par exemple que l'autoroute Ila-Touba, le principal autoroute qui est en train d'être construit par les Chinois au Sénégal, cette principale autoroute de 800 millions de dollars, en réalité ne devrait coûter que 150 millions de dollars, d'après ce qu'on m'a dit, selon des sources bien informées que j'ai reçues. Alors, c'est un grand problème, c'est ce déséquilibre dans les relations. Cela se pose ainsi parce que, d'un côté, vous avez les dirigeants étatiques chinois, comme Xi Jinping et autres, qui parlent le discours vraiment moelleux du gagnant-gagnant et qui parlent sans être directifs
qui appelle les pays africains à être les amis en développement de la Chine. Et de l'autre, vous avez des entreprises chinoises qui viennent sur le continent africain, qui n'ont pas d'état d'âme, qui signent des contrats et arrosent. Alors on va parler d'un contrat qui tient vraiment à cœur, je pense au président Xi Jinping. C'est un méga projet, celui de faire revivre la route de la soie, rebaptiser une ceinture et une route. Alors il s'agit de relier par voie terrestre mais aussi maritime la Chine à l'Europe en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique. Jean-Joseph Boileau, comment l'Afrique se retrouve-t-elle au cœur de ce projet ? Non, non, je ne sais pas qui a inventé que l'Afrique était sur la route de la soie. La route de la soie est bien circonscrite sur des cartes de géographie, et vous avez raison, elle vise à relier, comme la route de la soie traditionnelle, la Chine à l'Europe via, en gros, l'Asie centrale et en passant par le Moyen-Orient. Non, la Chine a une vision de l'Afrique qui est une route de la soie en tant que telle. C'est-à-dire en fait un quadrilatère. On le voit sur les cartes quand je vais en Chine, dans les ministères, on me la montre. C'est l'idée de relier le nord de l'Afrique au sud et l'est et l'ouest, avec un immense corridor qui traverserait de la façade atlantique vers la façade est et du Sahara vers l'Afrique du Sud en passant par le Congo. C'est ça la vision de la Chine, c'est un quadrilatère. Et justement, donc quel est l'intérêt pour les pays africains? Parce qu'on voit que les Chinois poussent justement ce projet auprès des pays africains. Donc quel est l'intérêt pour les Africains? Ce sont les Africains eux-mêmes, lors de l'agenda 2064, qui ont dessiné ce quadrilatère. Et donc ce que les Chinois ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont dit chiche, nous on sait faire, c'est à la dimension de ce qu'on a fait en Chine, ce qui est tout à fait exact, c'est ce qu'ils ont fait pendant 30 ans en Chine. Ils ont réussi des travaux titanesques en termes d'infrastructure. La question est de savoir si à l'échelle du continent africain où il y a 54 pays, on arrivera petit à petit à mettre en forme. Mais c'est la demande des Africains à l'origine, ce n'est pas la demande des Chinois. Les Chinois ont simplement vu. Alors la route de la soie ne passe en réalité que par les ports, ce qui inquiète d'ailleurs les Indiens très fortement, vous le savez, parce que pour eux l'océan Indien c'est l'océan de la protection du continent et donc les Indiens refusent de rentrer dans la route de la soie. Ça ne permettrait pas aux Africains justement d'échanger des cargaisons entre eux, un échange panafricain? Par exemple, mais si, justement, voilà. Le quadrilatère, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. La vraie question, c'est ce que disait Adama Gaye d'ailleurs, combien d'entreprises africaines vont profiter et travailler à ces grands projets? Le risque, en fait, dans la façon d'opérer de nos amis de Pékin, c'est qu'ils prennent la totalité des projets et les réalisent de A à Z. Je finance, donc je réalise. Évidemment, c'est bien pour les entreprises chinoises, c'est un problème majeur, à mon sens. Et quand j'étais en Éthiopie, j'ai entendu quand même, que vous le vouliez ou non, énormément de mal sur la Chine à cause de ça. D'un côté, on a des smartphones chinois, des motos chinoises, mais d'un autre côté, on est agacé de voir que ce sont des entreprises chinoises qui prennent tout en main. Alors je vais me tourner vers Monsieur le Ministre, on va parler de diplomatie. Comment la Chine arrive à naviguer politiquement sur le continent? Je pense... et je l'avais dit tantôt, c'est la nature de cette coopération, ces relations entre la Chine et l'Afrique, qui est une autre nature, autre que celle à laquelle on était habitué des autres partenaires économiques. Mais quel type de partenariat, enfin je parle de diplomatie là, que les pays africains avaient avec les Américains par exemple ou les Occidentaux et maintenant avec la Chine, qu'est-ce qui diffère en fait dans la diplomatie? Je l'avais dit tantôt, c'est sur ce respect mutuel, et cette confiance, cette bonne foi et amitié sans interférence dans les pays, dans les affaires internes des pays africains. Et donc, on parle commerce, on parle coopération économique, on parle infrastructure, sans faire de cette relation une sorte de paternalisme. Et donc, c'est ça que cette coopération à l'avenir
devant elle, et notamment, on va voir cela en septembre, lors du FOCAC. Je vais vous interrompre, désolé. Selon Seydi Gassama, au Sénégal, directeur exécutif d'Amnesty International, Macky Sall aurait choisi de ne pas évoquer les questions de droits de l'homme lors de la récente visite de Xi Jinping. Mon collègue Jacques Aristide a recueilli ses propos. Les informations que nous avons, c'est que cette question n'a pas du tout été évoquée. Autrement dit, le président Macky Sall n'a pas été jusqu'au bout de son engagement en faveur d'une question particulière, les droits humains des Rohingyas de Birmanie. C'est là que nous l'avons pris à la lettre. Parce que devant l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre 2017, il avait prononcé un discours très fort où il s'indignait du sort réservé aux Rohingyas et appelait la communauté internationale à agir pour mettre fin à ces atrocités. Alors, c'est déjà la fin de ce débat, mais juste une petite question, est-ce que le continent est dans le mot de la fin? Adama Gaye? Écoutez, moi, je dirais une chose, il faut quand même que ce débat, il y ait ce que j'appelle et que j'ai écrit cette semaine, un reset, qu'on revisite cette relation parce qu'en réalité, il y a trop de non-dits au-delà du discours moelleux gagnant-gagnant. Il faut que les Africains mettent sur la table les problèmes qui se posent. Il y a de la corruption des dirigeants africains, il y a des reculs démocratiques qui risquent de s'opérer, il y a des entreprises qui sont mécontentes. Malheureusement, le type de dirigeants que nous avons en place sont problématiques. Il faut poser ces problèmes-là pour éviter que la Chine ne gagne à l'arrivée dans cette relation. Adama Gaye, merci beaucoup pour votre commentaire. C'est déjà la fin du débat. Merci à vous tous nos invités, et merci à vous d'avoir suivi. Restez avec nous, je parle aux téléspectateurs, pour un avant-goût de la prochaine édition de Washington Forum. Qui sera le futur président du Mali? C'est la dernière ligne droite avant la présidentielle qui se tient ce 29 juillet. Retrouvons notre correspondant Kassim Traoré en direct de Bamako. Bonsoir Kassim. Bonsoir. Alors, très rapidement, les conditions sont-elles réunies pour la bonne tenue du scrutin au niveau de l'organisation? On ne pourra pas le dire dans la mesure où, au moment où je vous parle, le Premier ministre est en concertation sur la crédibilité du fichier avec 20 des candidats sur les 24. Et jusqu'à présent, ces 20 candidats ne sont pas d'accord. Ils trouvent que le fichier électoral du Mali n'est pas du tout crédible. Il y a des doublons et il y a aussi des bureaux parallèles et des bureaux qui ont été créés sans le consensus autour de la création des bureaux de vote. Et donc, sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, l'État a annoncé aujourd'hui des mesures exceptionnelles quant à la sécurité du scrutin. Mais c'est dommage tout le temps qu'on constate toujours, disons, qu'il y a des attaques. Il y a aussi des mines qui sont partout. Et même aujourd'hui, il y a 17 personnes qui ont été tuées dans une localité de Djenné, dans la région de Mopti. Donc l'inquiétude sur le plan sécuritaire, il va falloir voir le déploiement qui sera mis sur le terrain pour juger le jour du scrutin. Merci beaucoup Kassim Traoré. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition sur notre site internet et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. Excellente suite de programmes.